Bienvenue dans cette émission Face aux élus. Face aux élus, c'est une émission où nous recevons toute personne élue dans son domaine respectif. Aujourd'hui, je reçois pour vous Maître Omar Foulou. C'est avec lui que nous allons nous entretenir à longue et à large autour de l'actualité. Salut Maître. Salut Madame Laurette. Vous allez bien? Ah, très bien. L'état de santé de Vital Kamerhe ne fait que s'aggraver d'après les propos de l'un des députés de l'UNC. Mais pourquoi la justice refuse-t-elle de lui accorder une liberté provisoire? Bon, de toutes les façons, Madame le journaliste, je tiens d'emblée d'abord à vous remercier pour l'invitation que vous m'avez lancée pour prendre part à cette émission, à ce débat. Mais s'il faut que je revienne à la question par vous me poser, je dois vous dire qu'il faut qu'on fasse un petit peu de distinguo entre l'obtention de la liberté provisoire et l'état de santé de quelqu'un qui est en situation de détention préventive. Il est évident que ce n'est pas simplement parce qu'un détenu préventif, de surcroît un grand politicien qui se trouverait à la prison en collaboration avec ces centres, qui est une institution, certes, qui relève de la compétence du ministère de la Justice, lorsque cette justice constate qu'il y a un cri d'alarme, un cri de détresse d'un détenu préventif, comme c'est le cas de Vital Kamerhe, la justice doit se référer à la prison de Makala au travers de sa structure de santé. C'est-à-dire parce qu'il y a des médecins qui y sont affectés, il y a des hôpitaux qui travaillent en collaboration avec les centres de rééducation de Makala, et lorsque ces médecins attestent à travers certains documents probants que le détenu préventif, en l'espèce le détenu préventif Vital Kamerhe, est dans un état de santé qui ne lui permet pas de continuer à rester au sein de la prison et qu'il faille à tout prix avoir de soins spécialisés dans une officine ou bien dans une clinique qui n'est pas celle de la prison de Makala, cela va faire rapport à la hiérarchie. La hiérarchie, c'est-à-dire au ministère de la Justice. Mais ou faire rapport au magistrat instructeur de son dossier. Mais la question qu'il faille se poser pour le moment, est-ce qu'il y a déjà une attestation médicale pour le compte de Vital Kamerhe qui atteste que sa santé va s'alarmant, lequel rapport médical est versé déjà dans les dossiers judiciaires pour qu'on puisse lui accorder la liberté provisoire. Encore que pour le moment, il faut dire qu'on n'est plus à l'étape, nous sommes pratiquement dans la période de pré-saisine. Parce que le magistrat instructeur, le magistrat du parquet s'est déjà décisé du dossier, pour autant qu'il a déjà fixé ça au tribunal. Et l'audience est prévue pour ce 11 mai. Donc, même pour obtenir la liberté provisoire au niveau du parquet, ça devient déjà impossible. Pour la simple raison que le parquet s'est déjà dessaisi et a fixé les dossiers auprès des instances judiciaires, juridictionnelles, de telle sorte que ces dernières puissent dire le droit, les juger et dire le droit. Maître, est-ce qu'il se présentera toujours tout en étant malade devant... Mais c'est ça que je venais de dire. Cette démarche devait être faite depuis très longtemps. Les avocats ou la défense de Vital Kamerhe devaient faire en sorte que leurs clients soient bénéficiaires d'une attestation médicale dûment signée par le médecin de Makala. Le médecin qui sont là, parce qu'il y a un centre de santé pour ça. Et lorsque le cas devient beaucoup plus grave, on les envoie parfois au SANA. À quelques exceptions près, on peut vous envoyer même en Galiema, mais sous la surveillance de la justice. Mais est-ce que cette démarche-là a été menée? Alors, si les médecins trouvent, par exemple, peut-être que cette démarche a été menée, mais que le médecin a trouvé qu'il n'y avait pas gravité en termes de l'évolution négative de la santé de Vital Kamerhe, dans ce cas, la justice ne peut pas lui accorder la liberté provisoire. Donc ça ne veut pas simplement dire que parce que vous avez la fièvre, vous avez la malaria, vous accusez certains signes qui peuvent s'apparenter à une quelconque maladie, qu'à tout prix vous devez bénéficier de la liberté provisoire. Parce que même les détenus qui sont à la prison,
même ceux qui sont déjà condamnés, ils sont soignés là-bas. Il y a des médecins, il y a des spécialistes qui sont là. Donc, mais il arrive de fois que le magistrat instructeur trouve que, bon, pour tel cas, l'état de santé de tel détenu, de tel inculpé, peut faire en sorte que je puisse lui accorder la liberté provisoire. Ça dépend de son appréciation souveraine. Et cela doit être accompagné des pièces médicales qui attestent que non, il y a ceci, il y a cela. Alors, si les médecins, le magistrat instructeur considère que l'état de santé de tel prévenu ne fait pas en sorte qu'il soit éligible à l'obtention de la liberté provisoire, il ne faut pas trop lui en vouloir. Parce que parfois, il y a aussi de malades purement spirituels. Il y a aussi des malades purement de malades imaginaires, comme disait Albert Camus. Donc il y a parfois des gens qui se considèrent comme des malades imaginaires. Il y en a aussi qui considèrent l'état de maladie comme étant un prétexte pour obtenir la liberté provisoire. Raison pour laquelle, lorsqu'il y a une telle demande qui est formulée, généralement le magistrat essaie un peu d'examiner de façon profonde pour évaluer si réellement on peut lui donner la liberté provisoire ou pas. Parce que ça risque d'être un prétexte pour les détenus de pouvoir s'échapper de la justice qui doit lui être attribuée. Et par rapport aux mesures de grâce qui sera données pour des prisonniers qui sont dans la prison centrale de Makala, est-ce que Vital Kamerhe aussi sera libéré comme les autres? Bon, madame, là il faut apporter une précision. Ne peut bénéficier de la grâce présidentielle que quelqu'un qui a déjà été jugé et condamné par un jugement définitif. C'est ce que nous appelons en droit un jugement coulé en force des choses jugées. Une décision d'une instance juridictionnelle contre laquelle il n'y a plus une autre voie de recours ordinaire. Je préfère m'arrêter à ce niveau-là. Cette personne-là, condamnée, peut être éligible à la grâce présidentielle. Mais le cas de Vital Kamerhe, on ne peut pas rêver qu'il puisse bénéficier de la grâce présidentielle, parce qu'il n'est même pas encore jugé. Il est dans l'étape de pré-saisine. En droit, nous appelons ça la pré-saisine. C'est-à-dire... Donc ceux qui seront en libération, ce sont ceux-là... Simplement ceux qui ont déjà été condamnés. Mais il peut se faire que, au vu de ce qui fait l'actualité actuellement, le leitmotiv de l'actualité actuellement, vous voyez la pandémie, la Covid-19, tout ça, et qu'il faille à tout prix chercher à décongestionner les maisons d'arrêt, les prisons, etc. Il peut être bénéficiaire de cette mesure-là, mais cela ne se fera pas de façon arbitraire. Comme il est en instance d'être jugé, c'est ce que j'ai appelé la pré-saisine, il est entre le parquet et le tribunal, il faut attendre le 11 mai que ses avocats puissent demander la liberté provisoire devant les juges. C'est-à-dire, les juges, pendant cette instance-là, au lieu d'ouvrir une audience publique pour que soit examiné les faits au fond, ils peuvent maintenant ouvrir une audience en chambre du conseil pour examiner le motif ou les biens fondés de la requête en liberté provisoire de Vital Kamerhe et lui donner devant les tribunaux. Et les tribunaux, dans sa souveraineté, parce qu'ils sont souverains, peut motiver sa liberté provisoire à partir de cette mesure qui fait en sorte qu'on puisse décongestionner les différentes prisons. Mais d'emblée, penser comme ça que non, par un coup de bâton magique, sous l'effet d'une génération spontanée, Vital Kamerhe peut sortir de là, Félix il peut le faire sortir par la voie de la grâce présidentielle. Sur le plan du droit, ça ne se justifie pas. Je ne vois pas comment le chef de l'État, qui est entouré de très bons juristes, peut prendre un tel risque. Parce qu'il ne sera couvert par aucun texte légal. Pour le moment, la seule liberté, il n'y a que la liberté provisoire dont peut bénéficier Vital Kamerhe devant les juges. Ceux qui pourront sortir des prisons sont ceux qui ont eu à être condamnés, tout ça, ou d'autres dont les dossiers sont encore au parquet. Et dans ce cas, ils peuvent solliciter la liberté provisoire auprès du magistrat instructeur. Et les motifs de l'obtention de la liberté provisoire peuvent être étayés par ce que je venais de dire ici, la mesure portant désengorgement des différentes prisons. Donc le cas de Vital Kamerhe doit être examiné avec beaucoup de minutie, qu'on n'y mette pas de la passion. Donc il faut suivre la procédure régulière pour qu'il puisse bénéficier de la liberté provisoire. Il ne peut, à l'état actuel de la procédure, Vital Kamerhe ne peut obtenir ça que devant les tribunaux et en chambre du conseil, devant les tribunaux, parce qu'un dossier n'est plus au parquet. Voilà.
C'est ce qu'on peut dire pour le moment. Et pourquoi la justice refuse-t-elle au fait ces procès soient en fait en public devant tout le monde? Ils veulent que ça soit toujours dans les prisons centrales de Ouakala. Bon, je ne suis pas trop informé que la justice a refusé à ce que le procès de Vital Kamerhe soit médiatisé. Mais si la justice a refusé, bon, de toutes les façons, c'est bien elle qui maîtrise le rouage de tous les procès, de l'organisation des procès. Alors, non, bon, moi je ne vois même pas le problème. Juger Vital Kamerhe, bien sûr, c'est un grand politicien, mais qu'on ne fasse pas du show médiatique à travers son procès. Même s'il faut les juger simplement dans une chambre, ça changera quoi? Et qu'il faille à tout prix chercher à les juger au stade des martyrs. Dites-moi, ça va changer quoi par rapport au procès? Parce que même si on veut que la population veut que ces procès soient en public pour que nous puissions savoir en fait les gens qui ont détourné l'argent de l'État. Et si aujourd'hui que ces procès se fait en cachet, le public saura si Vital Kamerhe a détourné ou pas à travers le jugement qui sera rendu par les cours et tribunaux. Ce n'est pas à travers la médiatisation. Ça, c'est les shows médiatiques. Ça, c'est les shows médiatiques simplement. La seule façon de laver Vital Kamerhe de cette affaire, c'est que la justice lui soit réellement bien rendue. Et là, nous faisons un appel très chaud à nos magistrats. S'il n'est pour rien, qu'il soit acquitté. Mais s'il y a des indices sérieux de culpabilité, les faits sont établis, qu'il soit condamné. Donc, la meilleure façon de laver l'image de Vital Kamerhe, bien que je respecte beaucoup, c'est de faire en sorte que le procès se tienne. Que le procès se tienne. Non, tout le reste là, c'est rebarbatif. Ce n'est que du show médiatique, permettez-moi cette périssologie, simplement peut-être pour plaire aux militants, tout ça. Mais la justice a horreur de tout ce que je peux appeler comme du buzz. La justice a horreur de ça. Lorsque la justice doit être rendue, elle doit être réellement rendue par les cours et tribunaux. La justice ne se fait pas dans un écran de télévision, non. Elle ne se dit pas dans un écran de télévision. La justice, donc il faut attendre une décision de justice. Il n'y a que ça. À l'état actuel du dossier de Vital Kamerhe, il n'y a qu'une décision. Parce que même s'il bénéficiait de la liberté provisoire, ce dossier ne sera plus gelé. Il n'y a plus un mécanisme judiciaire envisageable pour que les dossiers soient classés sans suite. Parce que le dossier est déjà devant les cours et tribunaux. Donc, en fin de compte, les cours et tribunaux rendront des décisions. Même s'il bénéficiait de la liberté provisoire, il sera jugé comme prévenu libre, comme un prévenu libre. Et par conséquent, son image ne pourra être rétablie qu'à travers une décision de justice. Vous savez, il y a des grands procès qui se sont tenus dans l'histoire de notre pays. Nous avons connu le procès, par exemple, de Simon Kimbangu, qui a été injustement condamné. Mais dernièrement, si je ne me trompe pas, dans les années 2011 ou 2012, pour peu que ma mémoire puisse me rappeler, mais on a eu à réviser le procès de Simon Kimbangu. Après combien d'années? Par le mécanisme de cette voie de recours extraordinaire que nous appelons la révision. Après combien d'années? Il y a aussi beaucoup de politiciens qui ont été condamnés. Et beaucoup de temps après, on a eu à réviser leur procès. On a peur de quoi dans cette histoire? Même moi, si je commets des faits infractionnels, la meilleure façon de sauver mon image, Maître Pierre Oumalfoulou, la meilleure façon pour moi de voir par exemple laver l'image de ma famille, de ma personnalité, tout ça, c'est de vouloir en ce qu'un procès se tienne. Et là, j'aurai la conscience libre. Donc, même si aujourd'hui on peut dire tout ce qu'on peut, il a tout le droit. Les voies de recours sont légales. Elles sont même constitutionnelles. Même si on les condamne, il a toutes les garanties d'obtenir toutes les voies de recours possibles. Parce qu'il n'est pas un privilégié des juridictions. Le procès se tiendra au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Après ça, s'il est mécontent de la décision, il peut aller à la cour d'appel. Après la cour d'appel, il peut se pourvoir en cassation. En cassation, s'il trouve qu'il y a des éléments nouveaux qui arrivent et qu'il faille à tout prix réviser les procès, il peut initier la voie de recours que nous appelons la révision. Donc, il faut qu'on évite du folklore juridique. Ça se ressemble, c'est déjà un peu folklorique. C'est elle qui dit ceci. Non, il faut laisser la justice faire son travail. Et à nos juges d'être indépendants, qui n'aient pour autorité que la loi et leur intime conviction. S'ils estiment qu'il n'a rien fait, il faut laisser ces paisibles citoyens vaquer à ses occupations politiques. Mais s'ils estiment qu'il y a des indices sérieux de culpabilité,
mais pour autant que nul n'est au-dessus de la loi. Mais que la loi puisse lui être appliquée. Donc c'est cela. Il n'y a que ces alternatives-là. Qu'on ne se perde pas en conjecture, qu'on ne raconte pas des calembredins simplement pour plaire à une opinion. Non, non. C'est un non-sens. Qu'on laisse la justice faire son travail. Le 11 mai, nous serons là. Nous allons voir comment le procès va se tenir. Ok, merci maître. En fait, pendant cette période de la pandémie du Covid-19, le monde entier et la RDC en particulier traverse une période de crise. Et puis, cette crise en République démocratique du Congo a-t-elle de répercussions en RDC sur le plan économique? Naturellement. Naturellement. Vous savez, madame, en droit commercial international, lorsqu'il y a fermeture des frontières, c'est un handicap substantiel pour qu'il y ait ralentissement de l'activité économique. Parce que la porosité des frontières internationales sur le plan commercial, c'est ce qui fait qu'il y ait équilibre de la balance des paiements, qu'il y ait équilibre de la balance commerciale, et qui dit balance commerciale voit maintenant les indicateurs macroéconomiques sur le plan international à travers ces agrégats. Les agrégats macroéconomiques seront fluides et cela permettra que les différents États puissent avoir une activité commerciale qui vit bien. Permettez-moi un tout petit peu. Donc, c'est pour vous dire que pour autant que les barrières frontalières sont fermées, cela aura des répercussions sur le plan national par rapport à notre activité économique. Vous devez savoir que pour le moment, presque tous les indicateurs macroéconomiques sont au rouge. Le produit intérieur brut, le produit national brut. Les frontières sont fermées. Voilà. À cause de la fermeture de toutes ces frontières, tous ces agrégats macroéconomiques seront en difficulté d'être réellement opérationnels. Parce que, qui dit agrégat macroéconomique, vous avez la production, vous avez les revenus, vous avez les dépenses. Dites-moi, pendant cette période de confinement, comment peut-on évaluer la production locale? C'est impossible. Parlons des revenus. En termes de revenus, vous ne pouvez pas ignorer que, par exemple, les matières tant fiscales que parafiscales ont connu un ralentissement, dans la mesure où on a même demandé aux contribuables, pour le moment, à cause de cette période de confinement, de ne pas contribuer, ou bien de ne pas payer l'impôt. Et c'est une mesure humanitaire, une mesure sociale que nous avons encouragée. Et pour autant, par exemple, que pour autant que l'État est en difficulté d'encaisser des capitaux, d'encaisser de l'argent, mais cela nécessairement impactera sur l'activité économique de notre pays. Ça impactera. Et l'État actuellement dépense plus qu'il n'encaisse. C'est chaque jour que nous dépensons. C'est chaque jour que nous déboursons de l'argent, bien que l'État débourse de l'argent, sans entrée efficiente. Les banques aussi actuellement, comme vous constatez, il y a plus de retraits que de placements de capitaux. Cela impactera nécessairement sur la monnaie. Et ce qui fait qu'on connaisse actuellement l'inflation de la monnaie. Vous voyez, parce que notre économie est substantiellement dollarisée. Alors, 19 000 francs. Voilà. Ça se justifie. Sur le plan économique, ça se justifie. Les banques ne font que débourser des devises, mais elles n'encaissent pas. Quoi de mieux qu'on puisse connaître l'inflation de la monnaie? C'est tout à fait normal. Sur le plan économique, ça se comprend. Ça se comprend. Donc, il faut se dire, ça ce n'est pas une prophétie, je ne suis pas un prophète des malheurs, mais il faut se dire qu'après le déconfinement, tous les États du monde connaîtront certainement un peu de récession, des difficultés économiques à cause de tout ce que nous avons connu. Donc, qu'on puisse connaître tout ce que nous avons comme difficulté ou bien déséquilibre de la balance des paiements, déséquilibre de la balance commerciale. Et même sur les denrées alimentaires, et puis il y a augmentation. C'est tout à fait normal. La loi de l'offre et de la demande ne peut que s'appliquer. C'est le cas d'espèce de pouvoir appliquer cela. Non, c'est tout à fait normal. Donc, cette situation, nous ne pourrons sortir de cette impasse économique que lorsque les barrières seront substantiellement ouvertes. Et même si elles sont ouvertes, il faut savoir que la guérison de notre économie viendra à petits pas. Parce que l'État a plus dépensé, il faut entendre que l'État puisse encaisser. Donc c'est ça.
Et maître, parlons maintenant de ce qui se passe pour l'instant au Sénat. En fait, quelle lecture pouvez-vous faire un président de la Chambre haute du Parlement en plein débat avec une sénatrice sur des choses privées? Et quelle analyse faites-vous par rapport à ça? Non, mais ça, madame, ça c'est la déliquescence même de l'État. Mais ça c'est la déliquescence de l'État. Ça c'est leur propre national. C'est la déconfiture de la nation. Vous savez qu'en réalité, le président du Sénat, c'est le président, je peux dire, c'est le vice-président de la République. Parce qu'en cas d'empêchement du président de la République, c'est lui qui va lui succéder. Ou bien c'est lui qui le remplace. Mais quand celui-là est dans l'impossibilité de gérer ses pulsions, dans l'impossibilité de gérer ses instincts, permettez-moi le terme, oui, il peut arriver, c'est tout à fait normal. Nous tous, il nous arrive parfois d'avoir une piqûre de colère. Ça peut arriver. Mais c'est ça même ce qui fait deux hommes d'État. Un homme d'État, on le reconnaît par la possibilité à comprimer ses impulsions. Un homme d'État, même si sa mère venait de décéder sur les champs, pour autant qu'il porte les charges étatiques, il a une attitude à prendre. Il a une attitude à adopter. Vous trouvez normal qu'un président du Sénat, même s'il a été choqué par les propos maladroits, ou prétendument maladroits de cette dame, est-ce que la façon, il n'y avait que l'hémicycle comme lieu de lui régler les comptes? Est-ce qu'il n'y avait que l'hémicycle? Donc ça entre dans ça entre à l'actif effectivement du casier judiciaire du président. C'était un papa que j'aime bien, mais il a un passé un tout petit peu alambiqué, un passé sur le plan moral un peu zébré. Vous vous rappelez qu'il a eu insulté les magistrats? Donc c'est son actif. Quand il parlait de 3V, c'était sorti de la bouche. Et aujourd'hui même les femmes, toutes les femmes s'est révoltées. Il a insulté des députés en pleine plénière. Il vous a insulté, vous les journalistes. Donc quoi de plus normal qu'il continue à réitérer, bien à rééditer ses exploits devant une pauvre dame comme celle-là, Madame Ngoé. Mais ce qu'il a oublié, c'est que le seul bénéfice de l'extrade qu'il a d'être président du Sénat ne fait pas de lui le super-homme du Sénat. Tous sont des sénateurs. Comment pouvait-il s'acharner sur une dame qui n'a eu qu'à poser une question qui cadre simplement avec ses prérogatives? Parce que les parlementaires ne sont pas là que pour légiférer, contrôler l'exécutif, mais ils se contrôlent aussi. Ils sont obligés de contrôler même leur propre bureau. Mais maintenant que l'affaire est déjà sur la sellette, elle est déjà connue de tout le monde. Mais les conclusions vont désavantager notre cher président Alexis Tambemon. Parce que maintenant nous connaissons tout ce qui se passe. Cette histoire des marchés. Tout le monde le sait déjà. Ça ne vaut pas la peine que je le dise dans vos caméras. Maintenant c'est connu de tout le monde. C'est des choses qui pouvaient être gérées, surtout que tous appartiennent à une seule famille politique, à la même famille politique que les FCC. Donc je pense que prochainement, notre président devait faire tout pour comprimer, chaque fois qu'il fait des piqûres de colère, qu'il se comprime, bon, qu'il puisse se retenir et éviter à la nation une telle opprobre. Moi je trouve, dans ces jours-là, notre État était en berne. Ces jours-là, l'État était en berne. C'était un scénario qu'il ne faut pas raconter à la postérité. Vraiment. Merci maître. Parlons du coronavirus. Annoncé il y a plus d'un mois et demi, en fait, le mesure préventive pour éviter la propagation du Covid-19, en fait, entre autres les ports des masques et confinement et tout, c'est laver les mains tout le temps. Mais nous constatons toujours il y a augmentation, en fait, des cas. Et aujourd'hui, nous avons plus de 863 cas du Covid-19, donc de personnes atteintes du Covid-19. Qui pensez-vous à cela? Bon, la question du Covid-19, pour le moment, ça devient un épiphénomène. Hein? En réalité, on ne sait plus à quel sens se vouer. Il faut qu'on se dise la vérité. On ne sait plus vraiment à quel sens se vouer. Si bien que le commun des mortels est tenté de croire que peut-être la maladie n'existe pas. Mais effectivement, elle existe. Mais simplement, il n'y a pas une bonne gestion communicationnelle de cette cellule-là.
Et il y a un désordre bien organisé. À moins que je me trompe, aujourd'hui le président de la République a fait la ronde des hôpitaux pour vérifier les différents malades atteints de coronavirus. Ça revient. Donc, s'il commence à les faire, c'est peut-être à son niveau, il trouve qu'il en a les ras-le-bol. Et jusqu'à là, on n'a pas aussi des images? Non, on n'a pas d'images. On a que des gens qui réclament leurs droits. Les prétendus malades, mais qui réclament leurs droits. La maladie existe. Oui. Mais simplement, elle n'est pas bien gérée. Il n'y a pas une bonne communication. C'est ce qui fait en sorte que maintenant, c'est tout le monde qui fait tout ce qu'il veut. Donc, moi, je pense que le docteur... Et c'est ce qui pousse la population à faire n'importe quoi, parce qu'ils ne voient rien, en fait. Il n'y a pas de malades, il n'y a pas de malades, il n'y a pas de malades, et voilà. Bon, la population ne doit pas demeurer sceptique. La maladie existe. La maladie existe. Moi, j'ai des amis qui sont atteints de cette maladie-là. La maladie existe. Mais simplement, c'est comme j'ai dit, il faut décrier la communication de ceux qui ont la gestion de cette cellule-là de riposte contre le coronavirus. Il n'y a pas une bonne planification. On ne sait pas, même les prétendus millions qu'on prétend, le prétendu million qu'on a disponibilisé pour essayer de riposter contre cette maladie, je ne sais pas c'est parti où bien ça va où. Parce que comme vous pouvez voir par exemple à l'hôpital du Cinquantenaire, où des malades se disent être séquestrés. C'est pas tout à fait normal. Et séquestrés pourquoi? Parce que l'État ne paye pas. Ne sont pas mal soignés, ne sont pas bien soignés en fait. Ils sont mal soignés. Il y a certaines qui réclament devant en fait un média et tout en criant que non, nous sommes maltraités, nous sommes négligés entre autres. Mais oui, ça c'est évident. Moi j'ai un ami qui est atteint du corona. Prendre des mesures pour gérer cette situation. Oui. Et surtout des personnes atteintes du Covid-19. Non, c'est ça. C'est tout ce que nous disons, le désordre qui règne dans ce secteur-là. Et c'est un secteur vital très important. Parce que si les Congolais ne sont plus en bonne santé, ils iront travailler comment? Si tout le monde ici est atteint du corona, mais ça sera pratiquement je ne sais pas quoi. Alors ils doivent faire tout pour gérer cette histoire-là. Nous connaissons certains malades qui appellent et qui sont soignés par leur propre famille pendant qu'ils sont internés. Donc un désordre bien organisé. Je pense que le professeur Mouyembe ne puisse pas, à travers cette pandémie à coronavirus, sortir par la petite porte. Parce que c'est un géant, c'est un géant dans ce domaine-là. Il est connu comme un géant. Mais il faut qu'il fasse tout pour qu'il améliore un peu ses services pour qu'il ne sorte pas par la petite porte. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. Ok, merci maître. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission Face aux élus. Et Face aux élus, comme je vous avais dit le début, nous recevons toute personne élue dans son domaine respectif. On se retrouve à la prochaine avec un nouveau numéro.